consacré aux enseignements tirés par les armées françaises de l'utilisation des drones dans le conflit russo-ukrainien. Lors d'un conflit armé, l'agilité, l'innovation et la capacité d'adaptation donnent un avantage considérable. L'invasion russe de l'Ukraine en est un des exemples les plus récents et les plus marquants. Cette guerre a vu l'apparition, l'expérimentation et le perfectionnement de nombreux systèmes d'armes et leur doctrine d'emploi. Les drones, notamment les mini- et micro-drones, en constituent l'un des exemples les plus visibles. Depuis février 2022, ils ont joué un rôle majeur dans les opérations militaires, offensives comme défensives, obligeant l'adversaire à s'adapter et à trouver la parade. L'emploi des drones sur le terrain, dont l'usage peut répondre à de multiples objectifs militaires, continue de se renforcer alors que les deux camps innovent sans cesse dans l'objectif d'obtenir et de conserver l'ascendant. Nous en avons eu un bel exemple récemment avec l'opération Toile d'araignée. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole maintenant au général Breton afin qu'il vous présente plus en détail justement ces enseignements et leurs enjeux pour nos forces comme pour la réflexion stratégique dans son ensemble. Général, c'est à vous. Vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Bonjour à tous, très honoré de m'exprimer devant vous ce matin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je profiterai de cette tribune pour vous indiquer que le CICDE fête cette année son 20e anniversaire. Et donc à cette occasion, nous organisons la semaine prochaine, donc le 12 juin, à l'école militaire, un colloque ouvert au public et intitulé « 20 ans d'évolution de la conflictualité et quelles perspectives pour demain ». Donc c'est ouvert au public. Comment dire, vous pouvez vous inscrire sur les liens disponibles sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Et donc c'est le 12 juin. Voilà, merci. Donc rentrons à présent dans le vif du sujet. Pour vous parler donc des enseignements qu'on tire de l'usage des drones en Ukraine. Donc un usage qu'on constate comme un niveau jamais vu auparavant et un usage aussi, on va dire, très différent de ce qu'on avait pu voir ailleurs, par exemple sur la guerre du Haut-Karabakh. Donc dans la présentation, je parlerai indifféremment des usages à la fois ukrainiens et russes, sans nécessairement faire la distinction entre les deux. Et tout en pouvant malheureusement pas être exhaustif vu le temps imparti. Donc dans cette guerre, on voit bien évoluer les drones effectivement dans les trois milieux de confrontation traditionnels, à savoir le milieu terrestre, le milieu maritime et surtout le milieu aérien. Donc dans le milieu terrestre, les drones naturellement sont des drones roulants, hein, donc des drones à roues ou des drones sur chenillés. Donc ils sont surtout utilisés à des fins logistiques, principalement pour acheminer du ravitaillement sur la ligne de front, mais également pour permettre l'évacuation aussi de blessés. On voit aussi quelques drones armés hein, qui ont été utilisés, mais d'une manière générale, l'usage des drones terrestres reste assez limité pour plusieurs raisons. Un, du fait de leur difficulté à se mouvoir, à se déplacer sur des terrains très accidentés aux abords du front. Et puis deux, surtout du fait, en fait de leur vulnérabilité, de leur grande vulnérabilité face à la menace des drones aériens, qui est une menace absolument omniprésente. Ensuite, les drones navals, donc, qui sont principalement utilisés par les Ukrainiens. Donc on va trouver par exemple hein, donc des drones navals kamikazes hein, qui vont aller se faire exploser sur la coque des navires ciblés. On peut également observer de plus en plus de drones équipés de missiles antiaériens qui ont eu quelques succès aussi ces derniers mois. Mais surtout, ce qui est important, c'est que l'Ukraine, qui n'a plus du tout de marine, hein, plus du tout de marine militaire, puisque tous ces bâtiments de guerre ont été détruits en février 2022, eh bien, l'Ukraine, finalement, a réussi à chasser la marine militaire russe de toute la partie occidentale de la mer Noire, et ce grâce à ces missiles de défense côtière, mais surtout grâce à ces drones navals. Donc voilà, la mer Noire n'est plus un lac russe. La flotte russe y a perdu à peu près une vingtaine de navires et elle a même dû se replier de ses ports de Crimée pour se replier plus à l'est.
Sur les drones aériens, donc qui sont vraiment les plus répandus et pour lesquels, je pense, les évolutions sont les plus significatives, les plus spectaculaires. Schématiquement, il y a 3 types de drones aériens en Ukraine. Donc des drones MAM et MAL, donc drones moyenne altitude, longue endurance. Des drones, des munitions préprogrammées, des drones OWA qu'on va appeler donc One Way Attack, donc c'est encore un acronyme anglais. Et puis des mini et micro drones, donc de contact, qui sont principalement utilisés sur la ligne de front. Donc sur les drones MAM et MAL, donc ce sont des drones qui sont, vous le savez, donc assez gros, qui avoisinent la tonne, 1000 kilos, qui sont capables de passer plusieurs dizaines d'heures parfois en vol. Le plus célèbre sur le théâtre ukrainien, c'est le TB2 Bayraktar, drone armé de fabrication turque, qui a connu son heure de gloire au début de l'invasion à grande échelle, et en faisant, si vous me permettez l'expression, des cartons sur les colonnes de blindés russes. Mais aujourd'hui, ce drone vole beaucoup moins. Il est cantonné à la surveillance de la mer Noire. Il est obligé de se tenir éloigné du front parce qu'en fait, il est très vulnérable face à la défense aérienne russe. Second type de drone qu'on aperçoit, ce sont donc les drones One Way Attack, donc en français, on va dire drone d'attaque à sens unique. C'est-à-dire, en gros, c'est des drones qui ne sont pas prévus de revenir. Ce sont des drones longue portée qui sont capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres pour aller frapper le dispositif adverse en profondeur. C'est-à-dire qu'ils vont principalement en fait, cibler des infrastructures, des sites militaires, des usines. Ce sont des drones qui s'apparentent en fait à des missiles de croisière low cost, on les appelle comme ça, à bas coût. Et le plus célèbre, naturellement, c'est le sinistre drone Shahed de fabrication iranienne, mais maintenant qui est de plus en plus fabriqué en Russie. Et bon, le Shahed, ce sont des drones qui n'ont rien d'exceptionnel. Leur charge militaire est relativement faible. Ils ne sont pas capables de frapper notamment des infrastructures durcies. Ce sont des drones qui sont relativement lents, peu manœuvrants, et donc ils sont très, très vulnérables à la défense aérienne. Et d'ailleurs, 70 à 90% des drones Shahed sont neutralisés par les Ukrainiens, sont neutralisés en vol. Mais ce qui fait la force de ces drones, c'est vraiment le nombre, la masse, le volume qui constitue. Et voilà, si vous avez un graphique qui vous présente l'évolution et l'augmentation continue du nombre de tirs russes dans la profondeur ukrainienne. Et donc vous pouvez voir une évolution, une augmentation continue depuis l'été 2022 avec des pointes récentes à plus de 4000 tirs par mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'essentiel en fait de cette hausse, elle est due au drone Shahed. Donc c'est la partie orange des barres sur le graphique. Donc les drones Shahed sont tirés en masse dans des salves, mais des salves qui incluent également, dans lesquelles sont noyés des missiles de croisière, enfin des missiles beaucoup plus sophistiqués, très performants, qui sont donc représentés par la partie bleue sur le graphique. Et donc des missiles, c'est des missiles balistiques, des missiles de croisière supersoniques, hypersoniques, et qui sont donc beaucoup plus chers, qui coûtent beaucoup plus cher que les Shahed. Donc on voit le nombre de Shahed tirés a été multiplié par 10 en 2 ans. En revanche, le nombre de missiles sophistiqués et performants, lui, il est resté relativement faible et constant à travers le temps. Et donc le concept de frappe russe, il est assez intéressant parce qu'en fait, il parvient bien à marier la high-tech avec la low-tech. Donc les drones Shahed à bas coût viennent très concrètement en fait, saturer les défenses aériennes ukrainiennes. Et ce faisant, en fait, il facilite la tâche aux missiles beaucoup plus performants qui franchissent plus facilement en fait, les rideaux défensifs ukrainiens. Voilà, donc le low cost sature et ensuite
le high-tech, high-cost vient exploiter cette saturation. Donc voilà pour l'intérêt de ce type de drone one-way attack. Ensuite, troisième type de drone, ce sont les mini et micro-drones donc, de contact qui évoluent donc près du front. Ce sont donc des drones de petite taille qui, comparés à tous ceux qu'on vient de voir, ce sont donc des drones qui pèsent moins de 150 kg et même pour la plupart moins de 25 kg, qui ont donc une autonomie portée beaucoup plus limitée, donc 15-20 km. Ces drones en fait réalisent une très grande variété de missions. Ils sont donc vous avez d'abord naturellement des drones d'observation qui surveillent le champ de bataille. Donc ces drones sont omniprésents dans certaines portions du front de la ligne de front. Et donc il est parfois très difficile, voire impossible de se cacher. Le champ de bataille est quasiment presque complètement transparent sur parfois des profondeurs de 10-20 km de part et d'autre de la ligne de front. Vous avez ensuite des drones à capacité cinétique, c'est des drones qui sont équipés de charges explosives militaires. Donc il s'agit de drones bombardiers. Et puis vous avez ensuite massivement présents les fameux drones FPV, donc First Person View, qui sont des drones kamikazes, pilotés par des opérateurs donc équipés de masques de réalité virtuelle. Notez que ce sont ces drones FPV qui ont été les protagonistes le week-end dernier de la très audacieuse opération Toile d'araignée contre les bases aériennes, contre certaines bases aériennes russes. Donc opération, si vous voulez, dont on pourra reparler pendant la partie questions-réponses, mais qui, entre parenthèses, nous montre bien que les Ukrainiens sont toujours à la pointe de l'innovation et contrairement à ce que certains essaient de nous faire croire, le temps ne joue pas pour la Russie et la Russie n'est pas en train de gagner cette guerre. Voilà. Donc l'usage de ces drones bombardiers et FPV est en constante augmentation depuis leur apparition il y a seulement finalement 2 ans et demi, ce qui est relativement peu. Et aujourd'hui, ils sont à l'origine d'à peu près 75% de l'attrition, à la fois du côté russe et du côté ukrainien. Il y a une parité entre les Russes et les Ukrainiens en matière de drones de contact. Et donc, face à cette menace qui est permanente, il y a de nombreuses zones dans lesquelles les blindés, les véhicules, les chars ne se déplacent plus, presque plus aux abords du front. Ils restent enterrés, camouflés, et notamment pour tenir des positions durcies. Coût unitaire de ces types de drones entre 500 et 3000 euros pièce, ce qui leur confère un rapport efficacité-coût absolument remarquable, surtout quand on les compare au prix des équipements qui sont capables de neutraliser. Ces drones commencent également à intégrer des briques d'intelligence artificielle, notamment pour leur permettre un guidage automatique sur la phase terminale de l'attaque, c'est-à-dire quand ils vont se rapprocher de leur cible, la partie du vol où en fait ils vont être le plus soumis au brouillage électromagnétique. Et donc on voit bien que c'est le prélude. Donc il y a toute une dynamique autour de l'autonomisation des drones. C'est vraiment le prélude à la robotisation à low cost, donc à bas coût, du champ de bataille. Et on voit également, je vous parlais des problématiques de la guerre électromagnétique, on voit également de plus en plus de drones philo-guidés par de la fibre optique. Donc vous voyez le drone sur l'image que je vous présente, il y a une grosse bobine de fibre optique qui fait quelquefois 10-15 km de long sous le drone. Et donc ces drones philo-guidés, naturellement, sont insensibles au brouillage électromagnétique. Ensuite, vous avez plein d'autres usages. Alors, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je vais aller assez rapidement. Donc, vous avez des drones Dragon, qui sont des sortes de drones lance-flammes. Vous avez des drones mer ou poupées russes qui sont capables de transporter des drones FPV par grappe de 2, par exemple, pour augmenter leur rayon d'action. Et puis, naturellement, les drones chasseurs de drones. Vous avez les drones poseurs de mine ici, également. Vous avez également les drones chasseurs de drones
qui commence à se développer à un rythme très impressionnant. De drones qui vont aussi chasser aussi des hélicoptères, pas uniquement d'ailleurs des drones. Voilà, donc on constate vraiment une multiplication des cas d'usage de ces drones aériens. La liste, elle est longue. Et multiplication des cas d'usage qui est conjuguée à une multiplication du nombre de drones livrés aux forces, puisque en 2025, l'Ukraine prévoit de livrer à ses forces armées plus de 4 millions de drones, principalement des drones de contact. Et donc, vous voyez, ça fait une consommation à peu près quotidienne de 10 000 drones par jour. Voilà, donc très impressionnant. Donc voilà pour les drones aériens. Il semble faire quelques remarques de portée générale, intéressant de faire quelques remarques de portée générale sur les facteurs de succès de ces drones qui, vous l'avez vu, jouent un rôle considérable dans cette guerre. Ce qui fait leur succès, c'est d'abord leur rapport efficacité-coût qui est absolument remarquable, qui permet de produire en fait des effets militaires en masse et donc à très bas coût. Ensuite, ces drones sont des concentrés de haute technologie, mais de la haute technologie, on va dire, pas chère, très accessible, parce qu'en fait, on la retrouve dans de très nombreux équipements du quotidien, grand public, comme par exemple les smartphones. Un smartphone, c'est un concentré de haute technologie. C'est la technologie très performante, mais pas chère, parce que produite à très grande échelle. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'en fait, avec les drones, on arrive finalement à marier, à réconcilier deux principes, deux notions qu'on pensait antinomiques et opposées, à savoir la masse et la technologie. La masse et la technologie. Donc on arrive à produire en fait en nombre des armes relativement sophistiquées avec de la haute technologie à bas coût, et ça c'est absolument fondamental. Du côté ukrainien aussi, à noter un écosystème très innovant autour de ces drones, un écosystème qui mêle des soldats qui ont une expérience récente du combat, des geeks qui sont issus de la société civile ukrainienne, et puis un écosystème de plus de 300 startups qui fabriquent ces drones. Donc ce petit monde également est animé par le principe d'économie des moyens. Les drones sont conçus pour satisfaire le juste besoin, exprimé en boucle très courte par les opérationnels, par les utilisateurs eux-mêmes. Donc il n'y a pas de surspécification technique, il n'y a pas non plus de maintenance. Les drones sont considérés comme du consommable, et donc au même titre que les munitions. Voilà. En revanche, point important, ces drones sont très vite frappés d'obsolescence. Et d'une manière générale, dans cette guerre-là, vous l'évoquiez, Madame la déléguée, la boucle d'adaptation entre le glaive et le bouclier est extrêmement rapide. Il faut généralement quelques semaines pour qu'un des belligérants parvienne à identifier la parade à une innovation qui a été développée par son adversaire. Et la boucle d'adaptation la plus rapide, elle concerne justement ce qui oppose en permanence les drones à la guerre électromagnétique, parce que le principal ennemi des drones, c'est la guerre dans le champ électromagnétique. Voilà, donc pour cette raison, en fait, l'architecture logicielle des drones, elle est open source, elle est donc commune à tous les drones ukrainiens. C'est une architecture logicielle aussi qui est modulaire, donc ce qui veut dire en fait la cellule, la motorisation, les équipements à l'intérieur du drone évoluent relativement peu. En revanche, la couche logicielle qui permet à tout ça de fonctionner ensemble, elle est mise à jour en moyenne environ toutes les 6 à 12 semaines, donc mise à jour pour les fonctions communication, navigation, pilotage, principalement. Et principalement pour échapper justement aux évolutions de la guerre électromagnétique. Alors pour conclure, quelles sont les conséquences de cette nouvelle donne pour les armées françaises ? Eh bien, nous sommes clairement résolument engagés dans
dans cette dynamique autour des drones, en nous inspirant naturellement de ce qu'on voit en Ukraine. Donc les rétex nos retours d'expérience menés par des organismes comme le mien viennent directement nourrir nos processus de développement capacitaire, même si naturellement il faut toujours être prudent sur les leçons qu'on tire de cette guerre, puisqu'on ne sera jamais tout à fait dans le même contexte. Voilà, mais on voit bien que dans un premier temps, ce qu'il faut faire vis-à-vis de cette menace, vis-à-vis de ces drones-là, il faut s'en protéger. Donc il y a vraiment un effort important qui a commencé déjà il y a plusieurs années, donc en matière de lutte anti-drone. On voit bien que c'est une menace qui devient proliférante et qui est en évolution permanente. Et naturellement, ce qui s'est passé ce week-end avec l'opération Toile d'araignée interroge la pertinence aussi de nos capacités actuelles et de nos projets à venir. Ensuite, naturellement, les armées françaises doivent utiliser davantage des drones dans le quotidien de leurs opérations. Donc de ce côté-là, il y a un nombre foisonnant de projets, d'initiatives. Je serai incapable de tous les citer du reste. Je vais juste faire un focus sur un certain nombre d'entre eux. J'ai déjà parlé de ce que nous, au CICDE, on fait. Donc on a publié par exemple récemment un concept exploratoire sur les essaims de drones. On vient de sortir aussi un nouveau concept exploratoire sur la frappe dans la profondeur, qui inclut notamment les drones one-way attack, des drones longue portée du type Shahed. Nous sommes également en train d'écrire un concept exploratoire sur la robotisation du champ de bataille. Voilà, donc on est au cœur de cette réflexion autour de ces drones et plus généralement autour de cette robotisation du champ de bataille. Je vais citer également ce que fait l'armée de terre. L'armée de terre qui a un vaste plan d'équipement qui est en cours, qui est mené sous l'égide du commandement du combat futur, le CCF. Et juste un exemple, l'armée de terre, elle est en train également de construire des écoles de pilotes de drones, donc qui sont appelés des centres d'entraînement tactique drone, directement inspirés de ce qui existe en Ukraine. Et l'idée, c'est d'avoir un centre pour chaque brigade de l'armée de terre. Je peux également vous parler du pacte drone, qui a une finalité vraiment équipement. Pacte drone qui a été signé il y a un an par Sébastien Lecornu. Donc c'est un pacte qui vise à structurer la filière industrielle française dans le domaine des drones low cost. Donc il prévoit ce pacte, entre autres, la livraison de 1000 drones de contact à consommer juste pour l'exercice Orion. Et puis, il y a un gros travail aussi de développement sur un drone français one-way attack, là aussi low cost, avec des industriels français et en particulier avec des industriels de l'automobile. Je peux également vous citer une initiative au niveau européen qui s'appelle ELSA, European Long Range Strike Approach, qui regroupe 6 pays européens. Donc c'est une initiative qui vise au départ à renforcer au départ et toujours maintenant, renforcer les capacités européennes de frappe longue portée, donc les frappes dans la profondeur. Et naturellement, ça inclut également un volet drone low cost one-way attack type Shahed. Voilà très rapidement pour ce que je voulais vous dire, les grandes lignes de notre texte sur les drones. Je vous remercie de votre attention. Et puis...